tiers-livre. Vous savez qu'on a une rubrique tuto, pas mal d'aspects pratiques du travail jusqu'à la publication, l'accès à l'édition, l'audio-vidéo. Mais il y a une petite rubrique pour laquelle souvent on échange, et j'ai pas encore fait, c'est l'histoire de la vie administrative de l'écrivain. Oh là là, imaginez qu'on mette ça en titre. Grammaire de la vie administrative de l'auteur-écrivain. On va parler plus simplement. C'est pas la question de savoir comment on boucle la fin de mois, comment on s'organise. Et pourtant, ça fait de ces vagues, on prend des coups dans la figure, la dernière s'appelant Ursaf Limousin. Ah ouais, c'est un hommage à l'étudiant limousin de Rabelais. On va y arriver. À l'Ursaf Limousin, c'est un petit peu pour ça que je voulais faire ce petit point. Pour quelqu'un, vous savez, comme disait Julien Gracq, en littérature, on progresse à l'ancienneté. Comment ça s'est passé pour moi ? 77, je commence à me dire, là, faut vraiment que tu y ailles, mon gars. T'as 24 ans, il est sacrément temps. Il y avait de quoi faire comme boulot. 77, 80, j'arrête le taf, je me débrouille. Au début, c'était un petit truc de chômage, 3 sous que j'avais mis de côté en faisant les déplacements à l'étranger, mais c'est dans ces déplacements que j'avais commencé à tenir vraiment aussi intensivement, des cahiers. Au bout du chômage, je vais voir une jeune dame dans ce qui était l'Agence nationale pour l'emploi à l'époque, ANPE. Je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai pas cherché de travail. J'avais droit au chômage parce que j'avais quitté ma boîte, mais j'ai fait 3 semaines d'intérim. Ça m'a permis de toucher ça. J'en ai profité pour faire de la philo et de la musique. Je ne vais pas parler de littérature. Elle me répond, ah, voilà quelqu'un qui a fait ça intelligemment. Allez à la poste en face et trouvez-moi 30 adresses d'entreprises auxquelles vous vous seriez adressé si vous aviez cherché du travail. Elle parlait très bien le français. Ce que j'ai fait, bon, ça n'a pas duré longtemps, mais après, je me souviens, j'avais rebidouillé la thèse de Rui Fausto, un Brésilien qui finissait à Paris 8, une thèse sur Marx. Bon, c'était passionnant. Et puis là, au bout du compte, il me dit, tiens, mais tu veux pas faire la même chose là pour dactylographier, corriger pour une autre étudiante? Puis finalement, pendant quelques mois, ça a été ça, taper des thèses, les corriger. 2 fois, je rajoutais des pages, une thèse sur Proust. Je dis, tiens, non, attends, là, c'est moi qui ai écrit, il faut que j'enlève. Non, laisse-le. Ensuite, édition de minuit. C'est bien, le livre, c'est bien vendu, je crois 4500 exemplaires. Est-ce que Jérôme Lindon, il donnait de l'argent d'avance? Non. Il dit, ça porte malheur. Quand vous connaissez son histoire, la résistance, l'entrée ensuite à la fabrication là, dans ce qui s'appelait déjà les éditions de minuit, grand respect. Donc je me souviens d'un chèque, ça devait être 3500 francs de l'époque. J'avais acheté mon premier frigo, pas très cher, je sais pas quoi. Ah ouais, les œuvres complètes de Flaubert en 16 tomes au Club de l'Honnête Homme, je les ai toujours là-haut. Je m'étais dit, peut-être écrivain, ça durera pas longtemps, mais au moins, ça t'en fera souvenir. Ensuite, c'était de reprise des petits tafs. Je pensais pas que ce serait permanent, ça. À Beson, avec un ami qui s'appelait Gérard Noiret. C'était des stages pour les jeunes. Et puis là, je fais ça n'a pas duré très longtemps. On les a fait écrire. Je savais pas que ça s'appelait atelier d'écriture. On était en 1982. Bourse du CNL. Je connaissais Jean Gattegnaud par d'autres circuits. Gattegnaud me téléphone, il me dit « Je suis content de n'avoir pas eu à intervenir. » Respect, mon gars. Je sais plus ce que c'était. Ce que je sais, c'est que si je m'arrangeais bien, ça me payait un loyer et que chaque lundi, je pouvais aller tirer un billet de 200 à la poste au CCP. Et avec ça, j'avais de quoi tenir 1 an. Au bout de l'année, là, ça a été la crise. Un manuscrit qui est toujours là-dessous, je me suis toujours dit que je le scannerais, mais ça fait 3-4 ans et je ne me décide pas. Donc, je laisse ça. Minuit le refuse. Je ne savais pas qu'à l'époque, qu'il faisait ça systématiquement avec chacun de ses auteurs. Pas grave,
je pense qu'il m'a rendu service. Je pense que ce que j'ai fait là pendant ces 2 ans, ça m'a servi ensuite de réserve. Parce que tous les bouquins qu'on suivi, l'enterrement, décor ciment, crime de Buson, ils ont plus ou moins cannibalisé cette espèce de masse là. Et puis là, t'as plus de sous, qu'est-ce que tu fais? Tu vas repartir en agence d'intérim. Et là tombe, boum, la Villa Médicis. 4 mois pour payer les quelques dettes, 4 mois pour mettre un peu de sous de côté. J'avais eu qu'1 an, parce que quand même, la littérature ouvrière, hein, qu'est-ce que ça vient faire chez nous? Là, il y a eu une période radio. C'est Alain Weinstein et Laura Adler. Ils disent, mais tu devrais faire de la radio. Je dis, mais j'y connais rien en radio. T'inquiète pas, on te met avec un super réalisateur. Bruno Sourcy s'appelait. Et t'auras vite appris. Et cette marque de confiance fait que de 86 à 90, ça a été 4 ans où il y a eu régulièrement les nuits magnétiques à France Culture. Et je pense que c'est aujourd'hui, là, le micro, le petit zoom là, qui enregistre, la question de la prise de parole. Qu'est-ce que ça m'a appris? Laura Adler, il se trouve que quand j'avais sorti d'usine, quand j'avais publié Laura Adler, il se trouve que quand j'avais publié Sortie d'usine, c'était la première journaliste à proposer un entretien. Donc, je pense que c'est ça qui a soudé un peu la relation. Hein. Par exemple, en 2000, alors, tu fais plus rien pour France Culture? Je dis non, là, ça fait 4 ans que je suis sur un bouquin sur les Stones. Eh bien, on va le faire à France Culture. C'est comme ça que sont partis les feuilletons. Qu'est-ce qu'on a pris sur le dos? Pensez, je racontais moi-même l'histoire. Au lieu de prendre un comédien pour lire mon texte, ça mettait le monde en danger. Tout le temps pour moi, c'est cette histoire-là, c'est comme si à chaque fois, ce que tu emmènes, c'est le négatif. Alors que, là encore, ces 3 feuilletons, alors que qu'est-ce que c'est important? Tout ce qu'on collecte, tout ce qu'on apprend. Alors, pour tenir mon fil, l'histoire administrative, et pas déblatérer ma petite vie, c'est-à-dire qu'en 77-80, je suis salarié. 80, il y a 1 an de chômage. Et puis ensuite, 81 jusqu'à 86, il y a 5 ans où il n'y a même plus de sécurité sociale. Bon, ça tombe bien, je crois que le seul arrêt maladie que j'ai fait de toute ma vie, c'est quand je me suis pété le pied dans mes 5 ans salariés tout à l'autre bout, en école d'art, à Cergy. Tu vois, on se posait même pas ces questions. Tu publiais un livre, mais ça te suffit. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Alors, imaginez que quand il te manque comme ça 6 ans de trimestre, au moment où l'administration te calcule une éventuelle retraite, elle est pas lourde, la retraite. Mais c'est pas la question là d'être encore dans les questions positives, négatives. C'est, je veux dire, qu'il y a une histoire du statut administratif de l'auteur. C'est-à-dire que dans les années 80, il y avait cette espèce de truc, tu choisissais. Et ça, Coltès fait pareil. Il y a des choses de Michon là-dessus. J'ai décidé de ne pas travailler. Mais c'est formidable. Tu avais le droit de te mettre à côté et finalement, tu vivais pareil. Les sommes, par exemple, qu'on recevait, tu déclarais des impôts, forcément, comme tout le monde. Où tu les mettais? Tu avais une case droit d'auteur, séparé des revenus et salaires. C'est là où je vais un petit peu commencer mieux me rapprocher de mon centre. Et ça a duré, je ne sais plus trop, Jospin, quand c'était, je dirais 96-98, par là, mais c'est au temps du gouvernement Jospin que tout d'un coup, les droits d'auteur ont été enlevés en tant que tels. Puisqu'on est des milliers à toucher des droits d'auteur. À la SCAM, je crois, 60 000, à la SACD, 30 000. Et que les droits d'auteur, c'est ça pour moi la grande bascule, ça restera Jospin, pour le meilleur ou le pire, ça c'est pas à moi d'en décider, mais où tout d'un coup, les droits d'auteur devenaient une normalité de la vie sociale, d'artisan culturel. Alors évidemment, dans ces années-là, par exemple, après la Villa Médicis, là, de 86-90, France Culture, là, c'est d'ailleurs pour ça
qu'il y a eu ce syndrome qui continue toujours de gens qui se sentent propriétaires de leur créneau horaire ou de leur émission. Et ça n'a pas fait de bien à France Culture. On lance un projet d'émission, eh bien, on te donne un contrat où tu es salarié pendant, par exemple, 2 mois. Oh là là, à l'époque. Mais Arte, c'était pareil. Quand Arte a pris le relais pour moi de France Culture, où tu es salarié en tant que chargé de production et que tu restes auteur, c'est-à-dire qu'ensuite le texte des émissions est inscrit, déclaré à la SACD ou la SCAM, et qui fait que là, par exemple encore, la semaine dernière, il y a eu le feuilleton Rolling Stones qui a été redébité encore une autre fois dans les horaires de nuit. Bah, tu touches quoi? Non, c'était même pas ça. Maintenant, c'est les replays, et ça, c'est formidable. C'est-à-dire que tu reçois tout un relevé où tu as tant de vues, 0,02%, 0,2 machin comme ça, puis au bout du compte, tu vas toucher 40 balles, mais d'un feuilleton qui a été diffusé il y a 20 ans, et que des gens attrapent en replay s'ils cherchent Rolling Stones sur les podcasts Radio France. Ça, c'est aussi un indice de cette histoire des formes administratives, c'est-à-dire les petites choses, les petites boîtes, les petits fils nouveaux qui s'ajoutent. Je crois que ce que j'ai compris dans ces années-là, les années 90, c'est que, de toute façon, pour moi, les droits d'auteur, ça pouvait être chouette, mais des droits d'auteur, c'est ta liberté. C'est-à-dire, tu as dit merde, tu t'es séparé du jeu salarié. Je l'ai connu. Ce qui me paniquait dans le jeu salarié, c'était ça. C'était se dire, eux là, les potes, dans 30 ans, ils y seront encore. Moi non, c'est ça qui me faisait peur. Donc tu choisis autre chose. Tu peux aller vivre où tu veux, tu peux organiser ton temps comme tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu as bossé moins? Ah non, les 35 heures, ça t'a fait bien rigoler, quoi. Alors toi, c'est... disons... moi, j'aime bien le dimanche pour bosser depuis toujours. Mais, donc, en gros, il y a 6 jours de la semaine où tu bosses entre 10 et 11 heures. Mais c'est ça aussi, cette instance-là de liberté à laquelle on est tout attaché. Étonne-toi d'être un peu flagada des fois. Mais si tu as envie de rien foutre, eh ben, tu as de compte à rendre à personne. Alors, de temps en temps, donc, il y avait ces choses-là, salariés, production. Et en 86, pour moi, ça a été le déclic. C'est-à-dire, 86, les bourses, par exemple, tu les déclarais dans les droits d'auteur. Ou même, pour certaines bourses comme le CNL, à l'époque, tu avais... il était convenu que tu ne déclares pas dans tes revenus les bourses que tu touchais du CNL. C'était comme ça, et on a vu encore récemment à certaines affaires là, de gens qui recevaient comme des pensions à vie du CNL que ces vieilles choses, c'était resté en fonctionnement fossile. Bon, tout d'un coup, pareil, vers 86, tu apprends que maintenant, les moindres revenus, et qu'est-ce que ça voulait dire? C'est question de bourse et c'est question de CNL. En même temps, il s'appelait Centre National des Lettres, c'est le moment où il est devenu Centre National du livre. Et ça aussi, ça fait partie de la grammaire administrative. Ça veut dire que il n'y a pas d'état social de l'auteur. Il est convenu, puisque même le réseau des librairies, à l'époque ça s'appelait un groupement qui s'appelait l'Œil de la Lettre. Pour le contemporain, c'était nous. Les FNAC, oui, ça représentait 40% des ventes, les FNAC. Mais... c'est pas eux qui faisaient le boulot. Disons, les FNAC vendaient parce que l'éditeur s'était battu pour la place du bouquin dans cette hiérarchie très verticale. Le Monde des livres, le Figaro littéraire, la Quinzaine littéraire, là tout de suite ça prend... Du coup, avec un gros paquet de chance, tu peux entrer dans des choses plus populaires comme Télérama ou ces choses-là. Et s'il y a cette validation, à ce moment-là, c'est pas seulement le petit réseau des librairies spécialisées contemporains, qui étaient des gens de ma génération. Il n'y en a plus beaucoup là, dans le circuit. Mais c'est ça qui nous a permis, nous, de tenir. C'est-à-dire, tu fais quoi? Tu as publié un livre? Laisse passer, mais tu fais quoi en ce moment? Je lis. Mais tu cherches pas autre chose? Non. Prochain livre, tu vois ce que c'est, mais ça fait que, pour moi, il y a eu un moment, justement, dans ce milieu des années 90, tu vois, tu fais un livre, puis tu fais un autre livre, puis tu fais un autre livre, puis tu fais un autre livre, et c'est une sorte de... il y en a beaucoup qui continuent de vivre comme ça.
d'espèce de train linéaire. Et contrairement, par exemple, à Balzac au 19e, est-ce que tu peux reprendre ton livre sur l'usine, sortie d'usine, et dire, eh bien, ça c'est une réflexion qui est toujours en cours, je le reprends, j'en fais une version augmentée, j'y inclus des choses périphériques et l'expérience, par exemple les récits que j'ai pu mettre dans Temps Machine ou raconter mon séjour de 2 mois dans un centre atomique en Inde, est-ce que ça avait changé pour moi? Non, le livre il est là. Ouais, à l'époque, il ramenait tant d'argent, c'est une petite pente, tout doucement. Je crois que maintenant, ça en doit être rendu à 60 € annuels, mais Minuit, il les règle religieusement chaque première semaine d'octobre. Enfin, ça sera la première année qu'il n'y a plus l'édition de Minuit, mais que c'est racheté par Gallimard. Ce que je veux dire là, c'est que pour une communauté d'auteurs, c'était peut-être 1500 pélos sur le pays, il y avait l'État qui prenait le relais. Prenait le relais avec ces bourses du CNL. Tu avais une bourse de création, une bourse de je sais pas quoi, et puis ensuite tu avais l'année sabbatique, où là ça montait à 12 000 ou 14 000 francs, enfin en tout cas quelque chose qui te permettait de travailler vraiment pendant 1 an, et tu avais un délai de latence, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas représenter avant 2 ans, et puis chaque premier auteur avait facilement droit à cette petite bourse de création que j'ai eue après sortie d'usine, et par contre les années sabbatiques, disons, 3 fois dans ta vie, tu peux en bénéficier. J'en ai bénéficié 2 fois. Alors maintenant, ça fait bien longtemps que je n'ai pas affaire au CNL, mais on te gardait en tant qu'auteur à l'écart des processus sociaux. 86, je dis, c'est un petit peu la bascule, parce que à ce moment-là, donc c'est AGESA. AGESA, c'était quoi? C'était la sécurité sociale quand tu allais dans leur bureau. Ça coiffait, par exemple, les artistes de cabaret. En plus, les bureaux étaient pas loin de Pigalle. C'était très folklorique. On était auteurs là, émergés. De l'autre côté, il y avait la maison des artistes pour la photo et les autres. Nous, c'était l'AGESA. Et à ce moment-là, tu commences à cotiser. Cotiser, ça veut dire que sur tes droits d'auteur, une part qui n'était pas si élevée que ça, c'était 12-14%, est systématiquement versée à la GESA. Et inversement, mais alors qui d'entre nous l'aurait fait, tu peux cotiser à des retraites complémentaires. Ça, quand tu as 30 balais, franchement, c'est pas ton propos. Donc, à partir de 1986, ce qui fait qu'en 2018, là, ça vous êtes 32 ans quand même, je les ai accumulés, mes trimestres de cotisation, le système était qu'il y avait un plancher, c'est-à-dire il fallait que les droits d'auteur dépassent une certaine somme. Je crois que c'était à partir des années 2000, c'était dans les 6 000, 7 000 € annuels. Bon, moi, en général, c'était plutôt le double ou le triple. J'ai jamais eu de problème à ça. Et tous les ans, tu fais ta déclaration d'impôt. Donc, dans la déclaration d'impôt, tu joignais un doc avec le détail de tous tes droits d'auteur. 120 €, un article dans les Inrecuptibles, 230 € parce que tu étais intervenu là dans tel collège pour aller parler de ça, etc., etc. Donc, une liste longue comme ça, alors que eux, leur formulaire, il fallait tout remplir à la main. C'était la galère, parce que tu as ton principal éditeur. Pour moi, donc, il y avait Minuit, puis Minuit Verdier, puis Minuit Verdier Fayard, puis Minuit Verdier Fayard Albin, puis Minuit Fayard Albin Seuil. Mais il y a, j'ai eu l'honneur de travailler pendant 20 ans avec une revue qui s'appelait L'Actualité Poitou-Charentes. Tous les ans, tu avais la petite rubrique Ave Média, Châtellerault, t'as payé tant, etc., etc. Et ça, ce système, on l'a considéré stable. C'est-à-dire que quand tu faisais tes impôts, tu avais ce que tu avais touché en traitement et salaire, parce que tu avais eu ça avec une prod pour un truc sur... Parce que tu avais eu ce contrat de chargé de production à France Culture, parce que sur telle intervention dans l'Éducnat, donc une part traitement et salaire, pour moi ça a toujours été quasi rien, mais si tu interviens dans une fac par exemple, tu interviens plein de dossiers, plein de machins, et on te paye 3 heures, et encore il a fallu te battre pour... Non, l'atelier, c'est un exercice, un TD, comme ils disent, c'est pas un cours, on va pas vous payer 50 balles pour... si c'est 2 heures d'atelier, non, ce sera juste
Bon, mais il y avait déjà toujours une petite part traitement salaire, une autre part droit d'auteur, et on restait, grâce à ça, chaque année, on t'informait que la GSA avait validé ton inscription au régime général de la sécurité sociale. Après, s'ajoutaient les petits trucs, par exemple, il y avait, si ça venait d'une commande théâtre, pour moi, pendant une dizaine d'années, ici avec Tours, ou principalement avec Charles Torgeman à Nancy, eh ben, c'était là dans les revenus aussi, c'est ce qui permettait un minimum de stabilité. Mais ça, tu avais une cotisation supplémentaire à l'IRSEC. Alors, est-ce qu'on a un statut d'intermittent du spectacle? Non. Est-ce qu'on aurait pu considérer positif le statut d'intermittent du spectacle? Ça veut dire quoi? Les copains vidéo, ça leur pose pas de problème. Tant mieux pour eux, j'entre pas là-dedans. Mais toi, quand tu es là, à ta table, et que tu lis, ou que tu prends des notes, ou que tu travailles un manuscrit, tu travailles ou tu travailles pas? C'est quoi est-ce que c'est dans une intermittence ou pas? Non, moi j'ai toujours eu tenu à garder à distance ça. Par contre, cette intervention de l'État, alors c'était directement par les bourses, ça aussi, à un moment donné, ça va s'étioler, ça va aussi se resserrer. D'un autre côté, tu avais les commandes publiques, c'est-à-dire tu interviens dans une bibliothèque, par exemple les bourses en Seine-Saint-Denis, là c'est les collectivités locales, le département de la Seine-Saint-Denis, j'ai eu des ateliers d'écriture faits avec eux au temps du Salon du Livre de Jeunesse de Montreuil. Ensuite, la région Île-de-France. D'ailleurs, Xavier Persson, par exemple, est passé du Salon de Montreuil à la région, et chapeau. Heureusement qu'il y a eu des gens comme ça pour qui la littérature, c'est une intégrité, une volonté, une défense, qui ont accepté de pousser les péniches, selon son expression, dans les bastions des administrations, mais ça reste une instance considérable pour l'aide aux écrivains, indépendamment du fait qu'ils aient beaucoup publié dans des maisons prestigieuses, comme on disait alors, ou pas. Et à ça aussi, on assistait sans trop se rendre compte. C'est-à-dire que l'État, par exemple, pour la période 92-95 à Montpellier, je me souviens, l'interlocuteur, c'était la DRAC, c'est-à-dire la structure de l'État. On connaissait le nom de quasi tous les conseillers et conseillères au livre, salut Nadine Etcheto et d'autres, sur le territoire national. C'était nos partenaires, nos interlocuteurs. Et donc, une volonté littéraire dans des rouages qui, a priori, sont administratifs, ministère de la Culture, et non pas l'artistique qu'on pourrait considérer associé. Ça, il y a longtemps qu'on en a fait le deuil. Mais petit à petit, c'est instauré ce glissement, c'est-à-dire que les DRAC, même si je simplifie, je pense Bordeaux, 98, c'était encore en partenariat direct avec la DRAC pour l'intervention au centre de jeunes détenus et tout le pataquès juridique qui s'en est en suivi. Mais pour moi, c'est un petit peu la fin. On a assisté au transfert de l'État vers les collectivités territoriales. Et les collectivités territoriales, département, on n'en parle pas, région, oui, on a assisté à la création, au renforcement de ces pôles du livre en région. Est-ce que c'était la même idée littéraire? Pour moi, là, c'est un domaine sur lequel je ne veux pas trop parler aujourd'hui. C'est juste là, dans cette grammaire des formes, ce transfert de l'État aux collectivités publiques, mais qui conservait ce rôle, c'est-à-dire que les droits d'auteur restent un hors-société, et la société civile, État et maintenant collectivité régionale, prend le relais pour ce qui est de la présence sociale de l'écrivain. D'où une période, c'est pour ça aussi qu'on m'a fait une mauvaise réputation, alors que ils savaient comme j'aime tout le monde. Les résidences, par exemple, cette idée, tu as une résidence, on te donne 4 mois de résidence, un tiers du temps sera
consacré aux activités. Ah ouais, mais c'est le tiers de quel temps? Tu as 2 tiers du temps pour écrire pour toi, et un tiers du temps, tu le dois. Bah ouais, ça veut dire que 8 heures par jour, sur 24, tu vas aller faire un atelier d'écriture ou des rencontres scolaires. Mais non, sur les 35 heures. Mais 35 heures pour nous, c'est... Alors, ça, cette ambiguïté, elle n'a jamais été levée. On trouve encore cette formule, un tiers de son temps sera... on dit, mais on te garantit que 2 tiers du temps, ce sera pour toi. Mais quel temps? Ces formules, maintenant, s'attend un petit peu à ça. Et là, moi, j'avais une position inverse, parce que depuis les expériences Montpellier, 92, 95, la question de l'atelier d'écriture, pour moi, c'est comment, avec un public, avec le partenaire, enseignant ou formateur, et en tant qu'artiste, on crée un dispositif social où tu interviens en tant qu'artiste. Et donc, pour moi, l'atelier d'écriture, ça ne fait pas partie des droits d'auteur. Alors, il y avait des combines, on passait par ce qu'on appelait à l'époque la Maison des écrivains, qui s'est transformée en MEL, Maison des écrivains de la littérature, mais maintenant sous la cloche de la mairie de Paris, qui, elle, avait une dérogation pour rémunérer en droit d'auteur ces choses sociales que tu faisais parce que tu intervenais dans un lycée ou un hôpital psy ou un autre dispositif. Cette dérogation a fini évidemment par sauter. Moi, dès cette période-là, c'était l'idée de dire faisons reconnaître, de la même façon que quand tu travaillais à France Culture, tu avais un contrat salaire, ok pour la bourse, mais pour les activités. C'est-à-dire, tu te pètes une jambe dans un collège, il t'arrive quoi? Et j'ai pris conscience de ça une fois où on avait fait un truc absolument génial. C'était avec une classe de 4e à Bobigny, avec la complicité de la médiathèque, complicité de la ville, tout était vraiment impeccable. Bourse du département, se dire, allez les élèves, on loue un bus, on monte toute la classe dedans, et chacun de vous nous emmène dans un lieu secret de la ville. Et ils nous ont emmenés dans une ancienne imprimerie, 12 étages, vide, squatté. Il y avait des seringues, il y avait des gars qui dormaient là dans les caves. Et parce qu'eux, ils aimaient monter tout en haut. Et là, on était au 12e étage, nous, blancs, bibliothécaires, profs, moi. Tu savais plus où étaient les élèves? Dans la tour vide, squattée de cette ancienne imprimerie à Bobigny, alors qu'on était sur la terrasse. On ne savait même pas comment on retrouverait les élèves. S'il y a une chute, qu'est-ce qui se passe? Bon, ça tombe bien, c'est fini, mais puis aussi ce moment-là, ça a compté pour moi pour dire attention, il y a une responsabilité aussi qui s'exerce là. Dans la mesure où c'est un dispositif social, eh bien, il faut le faire reconnaître en tant que tel, indépendamment de ces combines, où l'inconscient, c'est-à-dire, tu veux écrire, tu as choisi d'écrire, eh ben, si tu veux, ça reste à côté, ça peut pas être comme nous, profs, ou nous, bibliothécaires, etc., etc. C'est là où on a commencé à travailler sérieusement ensemble. Alors, les formes qui existaient à l'époque. Par exemple, tu pouvais créer une association 1901. Est-ce que beaucoup d'auteurs l'ont fait? Non. Beaucoup de copains musiciens le faisaient. Et les copains qui tournaient sur scène le faisaient. Tu crées l'association, tu as un bureau, un président et un trésorier, un secrétaire. Enfin, en tout cas, en général, c'est 3 personnes, 2 suffisent. Tu déclares au journal officiel. C'est eux qui gèrent la comptabilité et qui te rémunèrent. Il y a très peu de temps, l'histoire d'un copain qui faisait beaucoup de scènes, il s'était déclaré président de sa propre association, tout en se versant des salaires. Et tout d'un coup, ça lui retombait dessus comme un bulldozer en pleine figure. Et quand l'administration est bête et méchante, elle peut être bête et méchante. Et c'est léger, une association, et je pense que plutôt que ça, le statut association loi de 1901, tu l'inclus dans une histoire, tu l'inclus dans la culture, non pas comme privilège, mais la culture comme conquête. La culture comme conquête et partage. En plus, si c'est association, c'est un partage collectif. Et cette notion de collectif, c'est-à-dire le statut associatif faisait naître la respectabilité de la notion associative. Est-ce que beaucoup d'auteurs l'ont fait à titre personnel? J'en ai pas connaissance de beaucoup, par rapport en tout cas aux copains musiciens, et surtout par rapport aux instances événementielles. C'est-à-dire qu'un festival,
créer une association ou une bibliothèque crée les amis de la bibliothèque, et c'est l'association avec qui toi tu as affaire en tant qu'auteur pour qu'elle te rémunère. Avec, là encore, avec la GESA, si c'est un tout petit truc one shot, eh bien, ils ont le droit de te payer en honoraires sans charge sociale. La GESA fixait à 2200 € annuels, je crois, ce que tu pouvais déclarer en honoraires, donc hors obligation de charge sociale. Oui, c'est un système qui se durcissait, qui se parasitait à mesure. J'ai fait le pas, moi, en 2001-2002, au moment de la création de Remue.net, et quand j'ai pigé que ce truc me dépassait, que c'était un travail collectif, eh bien, constituons-le en association, parce que les décisions sont prises ensemble, parce qu'il faut un peu d'argent pour s'équiper, payer les ordis, et donc on a créé Remue.net Association. Ronald Klapka, Philippe Ramy, quelques autres amis qui se sont greffés petit à petit, Dominique Dussidour, Sébastien Rongier, enfin, je ne vais pas mettre ça, allez voir sur le site, il y a cette histoire-là. À un moment donné, très vite, donc c'est formidable, on a pu organiser des événements, nous aussi, en tant qu'association. Une nuit remue.net, hommage à Michaud, la nuit remue, qui continue toujours. J'ai découvert là, il n'y a pas longtemps, donc ça fait 20 ans que ça existe. Donc l'association, c'était basé là-dessus. Moi, j'ai ripé mes galoches parce que je pensais que ça m'avalait dans du culturel, alors que ça, cette oscillation, je l'ai toujours vécue, y compris dans la période école d'art, et à un moment donné, tirer en arrière pour revenir dans ton labo, dans le temps disjoint, revenir dans cette disjonction avec ce qui se passe au dehors. Et ça reste le paradoxe de la vie artistique en général et notre vie d'auteur en particulier. Et donc le hiatus avec le statut administratif ou la gamme des statuts administratifs. Ça s'est concrétisé, moi, en 2008, où je vais lancer cette idée d'une coopérative d'auteurs. C'est-à-dire, l'idée m'en était venue assez synthétiquement. On a tous dans nos disques durs des PDF, on avait tous des articles publiés en revue, des choses plus disponibles qu'on avait éditées mais dont on pouvait reprendre les droits, installer une coopérative où par téléchargement de PDF, on était même avant l'EPUB et le livre numérique, même si tout ça est venu très très vite à l'époque, on pouvait organiser une structure de coopérative. C'était lourd, mais structure associative, c'était trop mou pour gérer bien justement des abonnements, gérer aussi le travail presque fusionnel. On construisait ensemble dans le monde, pour moi, tout nouveau, des entreprises indépendantes, en particulier immatériel, Xavier Cazin, Julien Boulnois, qui crée une structure, ayant appris ça chez un éditeur américain, qui un jour, la porte est fermée, allez chercher vos affaires, vous avez 20 minutes, et puis qui crée cette structure en disant, le livre numérique est là, et on va créer une interface où éditeurs ou auteurs déposent leurs fichiers, et nous, on les déploie vers les bibliothèques, par des abonnements, ou ce qui est venu ensuite progressivement via iTunes, via Kindle, ou plus tard Kobo, Fnac, etc. Et l'immatériel, pour moi, c'était un partenariat de 10 ans, et ça reste une solidité là de cœur. J'insiste pas sur les détails, mais là, discussion avec un ami avocat en particulier, se dire association, structure coopérative, ou tout simplement ce qu'on appelait à l'époque EURL, entreprise à responsabilité limitée. Ça veut dire que tu sépares les revenus professionnels de tes revenus personnels d'artiste, et en contrepoint, tu gères une instance qui est légère, puisque tu en es le seul associé, le seul gérant. Gérant et pas associé. Mais si ça plonge, ça te protège, mais tout est fait pour que tu sois contrôlé à mesure. Ça veut dire que, par exemple, tu as l'obligation
de rendre des comptes, donc des procès-verbaux, des inscriptions à la chambre de commerce. Tu payes tous les ans 49,80 € à la chambre de commerce de l'Indre-et-Loire. Tu penses que quelqu'un dans la chambre de commerce de l'Indre-et-Loire a lu un livre une fois? On m'a indiqué sur Tours un génial cabinet de comptables. Ils sont 8 femmes. Je ne sais pas maintenant combien elles sont, mais c'est toujours que des femmes ensemble. Ça n'a pas d'importance, mais pour elles, ça comptait, cette affaire-là. Et dont la spécialité, c'était justement les petites boîtes un peu singulières, hein, y compris telle librairie dans le centre-ville, mais par exemple sur Chinon, le type qui était le premier à faire de la tomate bio, ou celui qui fait des exports de fromage, et les fromages partent en avion une fois par semaine aux US, etc., etc. Qu'est-ce que je venais faire là-dedans? Elle m'a toujours dit que finalement, quand elle regardait mes comptes, elle mangeait plus d'argent que ce que je lui en payais, mais que ça lui apprenait, ça l'ouvrait sur un... Bon, c'est son problème. En tout cas, maintenant, l'autre jour, vous savez quoi? Elle arrive, elle me fait la bise et elle me tutoie. Elle avait oublié que j'étais son client. Ah bah, au bout de 12 ans, je lui dis, ça fait quand même plaisir. Alors, c'est cher. Et c'est là justement où on entre dans cette partie importante du podcast. C'est-à-dire que tu entres dans une question d'équilibre. En tant qu'auteur, est-ce que tu peux dire que tu es capable de payer entre 2 000 et 3 000 par an à un comptable? Évidemment non. Est-ce que c'est pas un peu douloureux quand tu vends, quand tu fais une petite marge comme ça sur un livre en print on demand, que cette somme-là, au 1er octobre, elle déballe? Ouais, mais c'est là où, juste petit flashback, c'était devenu quoi entre-temps la vie d'auteur? Alors moi j'ai eu de la chance de livres comme Rolling Stones qui est vendu à 50 000 en relié ou broché, et puis l'édition de poche où il y a eu 3 tirages à 10-12 000, bon, ça, mais globalement, par an, Fayard, ouais, j'ai toujours, mais maintenant, c'est plus tellement les Rolling Stones, c'est plus le livre sur les ateliers d'écriture qui est devenu un classique, alors que pour moi, ce livre est pas obsolète, j'ai un attachement, mais toutes les propositions d'écriture sur le site sont bien plus là, c'est ça, le matériau vivant, c'est le site, c'est plus le livre. Quand j'ai rencontré Olivier Bétournet, c'était vers 1996, et le livre Rolling Stones est sorti en 2002. Ouais. Et je dis Bétournet, ouais, mais moi, il me faudrait 1 an avec la possibilité de faire que ça. Il dit, bah ouais, en tant qu'éditeur, je suis là pour ça. Et sur quasiment jusqu'à mon départ au Québec en 2010, on était sur ce pied-là. C'est-à-dire que 1 année sur 2, Fayard, puis Albin, me mensualisait. C'est-à-dire que ça restait une avance sur droit d'auteur, mais dans ces boîtes-là, ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire c'était une somme de 18 000 sur 10 mois, 1800 balles par mois, et par contre, c'était 1 année sur 2. Ça voulait dire aussi que, par exemple, tu travailles cette bio, Dylan, pendant 1 an, tu as tes 18 000, elle sort, ou pareil pour le livre Déou, qui a dû être à 12-14 000, et ensuite, à toi de te débrouiller, et tu sais que le livre, ben justement, il faut qu'il vende 12 000 ou 14 000 pour que cette somme soit remise à zéro et que le livre te redonne des droits d'auteur. Et ça, c'était plus des avaloirs, vous voyez, c'est un avaloir sous forme mensualisée. C'était pas du tout le mercato. J'ai jamais atteint là, ces zones-là de marchandage, de tripatouillage. Les histoires des copains m'amusent, mais moi, ça n'a jamais été trop mon cas. Mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es une sorte d'auteur professionnel, même si 1 an sur 2, c'est hop là, tu es en suspension glissante, etc. Il y a l'interruption Québec. Bétournet, d'ailleurs, à ce moment-là, comme il avait été viré de chez Hachette et viré de chez Albin, j'ai fait une vidéo sur lui et le livre où il raconte tout ça. Je vous laisse le retrouver. Qu'est-ce que je retrouve au retour? Que ma petite structure, le URL, avait déjà 3 ans. Pour moi, comment je me représente ça maintenant? Au début, c'était l'impression d'une masse de choses, une masse de détails,
que tu en finiras pas de mettre au point. Et puis petit à petit, ça s'organise en routine. C'est une pièce toujours complexe, une sorte de Lego, si vous voulez, cette métaphore, où petit à petit, même sur ton dossier de disque, tu as les factures émises, tu as les factures payées, tu as, etc., etc. Mais finalement, une fois que c'est en place, il y a une espèce d'inertie de ça. Ça veut dire que si tu le mets en place petit à petit, chaque point qui est d'abord flottant va trouver sa routine, sa rigueur, et ensuite va se reproduire comme tel, un petit peu à l'horizontale. Et moi qui suis bazareux, qui suis pas organisé, tu sais que là, tu as un lieu de discipline, qu'il y a des comptes à rendre, trucs. Bon, c'est là où, globalement, ce que tu payes à ton comptable, sinon il te serait bouffé par les impôts, par tout ça. On optimise, ouais, qui le fait pas? Justement, on essaye de coller à une bureaucratie qui est très opaque. C'est à ça que ça sert, et cette rigueur, je ne pourrais pas l'avoir sans cette comptabilité. Ça veut dire pour moi que petit à petit, maintenant ça s'appelle toujours, donc c'est ce registre SAS, c'était plusieurs associés, comme Publi.net, je crois, continue de le faire, sans moi depuis 2013, où là, pour moi, gérant principal et seul gérant de ce que j'ai appelé en 2016 tiers livre éditeur, avec changement au greffe du tribunal de commerce et déclaration, etc., pour avoir ce label, ce que j'appelle label, et ce qui s'appelle APE, je crois que c'est moi A214Z ou un espèce de truc comme ça, qui dit dans quel secteur est ton activité principale. Et pour moi, c'est édition et publication numérique. Ce qui veut dire que si c'est des revenus qui viennent de YouTube pour les vidéos, encore que j'ai démonétisé maintenant les vidéos, donc mais ce qui me vient par Patreon, on peut considérer que c'est au même statut que ce qui peut me venir par la vente de mes livres édités sous mon label. Je n'utilise plus le terme auto-édition, et ça, je vais aussi venir un petit peu à ces questions-là, ou les interventions que je peux faire si je fais un workshop à l'école d'art de Genève, eh bien, je fais une facture, et le URL, pour moi, c'est la légitimité à éditer une facture, donc un devis. Une fois que vous envoyez le devis, par exemple là, je travaillais avec le lycée professionnel Simone Veil à Paris, qui valide le devis et émet un numéro de bon de commande. Quand l'intervention est terminée, vous déposez sur un truc officiel. Oh, la première fois. Bon, ils ont un peu évolué, ça va mieux maintenant, Chorus Pro. Puis tu as des astuces, tu mets le siret en très gros, tu mets le bon de commande en très gros, puis après le reste, c'est checké automatiquement. Mais tu aides leur scanner, en gros, c'est ça l'astuce, mais tu déposes sur Chorus Pro et tu es payé dans un délai de 2 à 4 mois. Mais tu peux, ça te soulage de ça. Alors, est-ce que c'est obligé? Non. Et je me souviens justement au retour au Québec, c'est le moment où on avait des bonnes discussions avec la Société des gens de lettres. Je ne me rappelle plus le nom des gens qui s'en occupaient à l'époque. Et discussion. Et moi, je dis, mais non, les ateliers d'écriture, je les fais avec mon siret. Et là, ils poussent les hauts cris. Quoi? Un siret comme les plombiers? Je dis, mon gars, faut pas que tu aies de problème de chiottes chez toi, parce que si c'est comme ça que tu considères les plombiers, bah ouais, avec un siret. Et c'est pareil pour moi, ces trucs d'histoire, c'est-à-dire que là, en 2010 jusqu'en 2015, quand on disait j'ai un siret, ça me simplifie tellement. Quoi? Un siret? Ça passait pas chez les auteurs. Aujourd'hui, là aussi, ça s'est assoupli. C'est-à-dire je pouvais obtenir le siret parce que j'avais déclaré ce tiers-livre éditeur avec statut de EURL. Maintenant, en tant qu'auteur, tu t'adresses à tes impôts, sur Internet, tu en as pour 5 minutes, et on te donne ton numéro de siret, et c'est ce numéro de siret que tu feras figurer sur des factures, etc. Alors l'autre pan, là, qui vient à égalité, c'est le statut d'auto-entrepreneur.
Et là encore, on en parle presque trop tard. C'est-à-dire que il y a 5-6 ans, j'aurais pas eu tous l'ego de ma petite URL déjà constitué. Je pense que le statut d'auto-entrepreneur, pour moi, aurait été plus favorable, plus simple. En tout cas, ça te limite la compta et tout ça. Aujourd'hui, je pense que le poids bureaucratique, c'est d'enlever de côté tout ce qui tient à la notion d'auto-entrepreneur et de tout avaler sous l'entreprise individuelle. Par contre, dans ce statut d'entreprise individuelle, et c'est là où on va glisser vers les questions d'URSSAF, la charge cotisation ou la charge sociale est à peu près identique. Ça veut dire que tu sois auto-entrepreneur ou que tu sois EURL, en gros, c'est à peu près 24%. Ce qui est lourd. Si tu dis ça à un copain québécois ou un copain aux US, quoi? Un quart? Bah ouais. Et comme vous le savez, c'est plafonné. C'est-à-dire, par exemple, tu peux avoir une dispense de TVA, ce qui simplifie énormément, mais la dispense de TVA, elle est plafonnée à 36 000 € par an. Ça vous semble gros? Ça aussi, je vais en parler. De l'autre côté, si tu es auto-entrepreneur, je crois que c'est un peu plus haut, ça doit être à 60 000 par an, mais si tu as une grosse charge, un gros revenu, ben, à ce moment-là, le statut d'auto-entrepreneur, tu es obligé de commuter vers l'autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, disons que c'est le statut d'entreprise individuelle, et ce qui se greffe là-dessus, c'est à peu près normalisé et du même ordre. Quand je dis poids bureaucratique, pour moi, par exemple, la première fois que j'ai eu à payer ça, je ne revenais pas. C'est-à-dire que toi, tu travailles avec quoi? Un ordinateur. J'en change une fois tous les 2-3 ans. Maintenant, il y a moins besoin de le changer souvent. C'est-à-dire c'est grand comme ça, tu l'as toujours avec toi, dans ton sac à dos, dans le train, là où tu interviens. Et c'est tout. C'est là où je le pose. Sur une table de bistrot, sur ma tablette de TGV. Et évidemment, maintenant, c'est un petit peu différent. Je ne bouge plus là depuis la pandémie. Mais ce n'est pas la pandémie qu'en cause, j'avais déjà commencé avant. Est-ce que c'est mes livres de lecteur? Non, ils sont dans une autre pièce, dans d'autres pièces. Mais ce sont mes livres de travail. Là, j'ai les étagères qui sont mes stocks de livres print on demand. Là, j'ai mon matériel son, j'ai un scanner, une imprimante, un grand écran. C'est un lieu qui fait 3 mètres sur 2, mais c'est un lieu professionnel. Mais la première fois, je n'avais pas de lieu professionnel, j'avais que mon ordi. Et ça s'appelle taxe forfaitaire des entreprises de réseau. Au départ, c'était 450 balles. Maintenant, je crois que c'est 490 balles tous les ans. Tu payes une taxe forfaitaire des entreprises de réseau. Et ça rentre dans ce qu'on appelait aussi autrefois, vous savez, tu avais les machins pas d'impôt foncier, mais en tout cas la taxe d'habitation. Voilà, c'était en tant qu'entreprise, t'as pas des bureaux sur la zone? Bah, si t'as pas de bureau, taxe forfaitaire des entreprises de réseau. Je te dis, mais c'est ça la France? Bah ouais, c'est toujours ça la France. Quand je dis prégnante, c'est que l'enjeu de ces déclarations AGESA, qui sont terminées là en 2020, c'était que tu prouvais que tu gagnais en droit d'auteur 7 000 € par an, minimum, et que cette somme-là permettait d'être inscrit au régime général de la sécurité sociale. Et là, moi, ça a commencé 2016-2018, tout d'un coup, les droits d'auteur diminuent. Est-ce que je bosse moins? Certainement pas. Est-ce que je suis un plus mauvais auteur? Je crois que j'avance plutôt dans ma démarche artistique. Est-ce que tu n'intériorises pas toi? Tu te dis, oulala, je suis plus dans la génération montante, hein, ça se voit, hein, ça baisse les droits. Ah ouais, mais le problème, c'est que c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que tu voyais au départ les gars de ma génération dans les années 80, tu publies un bouquin, tu quittes ton taf. Et tu te démerdes. Et ça, c'est tous mes copains. Sauf des exceptions, comme Pierre Bergogneau. Les types qui commencent aujourd'hui à publier, à 28, 30, 35, est-ce qu'ils lâchent leur taf
Ben non, parce que les droits d'auteur, il y a cet effet de courbe de Gauss qui s'est complètement transformé. Le volume de vente du livre est à peu près stable. Simplement, le nombre, au lieu que la courbe soit comme ça, avec les premières ventes qui sont à 2500, 4000, avec plein de gens qui vendent 10 000, 20 000, et puis ben, c'est comme ça qu'on a vécu, ceux de ma génération. Même les Rollins ou des gens comme ça. Et bien maintenant, c'est une courbe qui est comme ça. Et puis, pour, disons, les 40 bouquins, les journaux, les radios, etc., vont ne parler que des mêmes, la courbe va être très pointue et les bénéfices, je suppose, augmentent en proportion. J'ai des copains qui sont dans ce pic d'intensité. Tant mieux. Mais moi, je crois que la chance que j'ai eue, c'est d'avoir compris dès la fin des années 80, quand j'ai commencé justement ces boulots à France Culture, puis les ateliers d'écriture, que si je voulais assurer cette même indépendance qui m'avait fait quitter la boîte, la tôle, comme on dit, quitter l'usine pour dire je suis auteur, donc je me tiens à distance, c'est que c'était forcément un puzzle qui pouvait assurer l'intendance. Par exemple, en général, du 15 octobre au 15 décembre, tu bosses, du 15 février au 15 avril, tu bosses, et puis ensuite, du 1er juin au 1er octobre, t'as quoi comme revenu? Zéro. Est-ce que tes gosses, ils mangent pas des petits Suisses du 1er juin au 31 septembre? Ben si. Donc ça, j'ai eu conscience assez tôt de cette nécessité en tant qu'auteur d'avoir comme ça des pôles de petits revenus, mais qui pouvaient chacun prendre le lead à leur tour. Justement, il y avait 4 documentaires sur Arte avec Fabrice Cazeneuve ou des choses comme ça. À l'époque, Arte, de ces genres de documentaires d'auteurs, Luciano Rigolini, etc., ils en produisaient 45 par an. Maintenant, cette même rubrique, c'est 5 ou 6 par an. Donc cette question, on parle de l'érosion des droits d'auteur. Érosion, c'est gentil. Ça, allez voir la Ligue des auteurs pros, où vous trouverez là tous les rapports, toutes les analyses. En gros, tout est tombé divisé par 4. Ça veut dire que c'est un double mouvement. D'un côté, en tant qu'auteur, depuis Jospin et depuis que les droits d'auteur sont déclarés dans la rubrique des revenus généraux, traitements et salaires, on t'insère dans le fonctionnement normé de la société. Je ne vais pas protester là-dessus. Au contraire, ça peut ouvrir des belles simplifications. Mais de l'autre côté, de l'autre côté quoi? De l'autre côté, démerde-toi. Alors avec alors la différence entre le statut auto-entrepreneur et le statut... Alors après, c'est des questions de déclaration. Est-ce que tu mets en frais réels? Comme ça, moi je reste dans le côté le plus standard. Mais c'est-à-dire, si j'achète un ordinateur, c'est Tiers Livre Éditeur qui me l'achète. Ou le micro, ou... Hop là, l'abonnement téléphone. Ça veut dire que le URL émet des factures, mais elle prend en charge une masse de dépenses. Tout est contrôlé, il y a évidemment le moindre dérapage, tu l'auras immédiatement sur le dos. Mais c'est pas une charge une fois que c'est réglé. Simplement, en tant qu'auteur, s'il faut que tu assumes ton petit mode de vie, les dépenses, elles sont elles incluent, par exemple, aussi la ramette de papier, ce que tu payes en librairie parce que tu dois lire ce bouquin et tu n'as pas le choix, ou ton ordinateur ou ton micro. Si tu gères par le URL percevra des revenus, les factures que tu émets avec le SIRET de l'URL, mais toutes les dépenses qui ressortissent du travail, y compris les livres que tu lis ou la ramette de papier. Pendant la pandémie, par exemple, il me faut des t-shirts sans trous. Oh là là, j'avais commandé 4 t-shirts directement parce que je ne pouvais pas aller à Zara, il n'y avait plus de gare Montparnasse ni rien. Je commande sur Amazon 4 t-shirts Hugo Boss à 8 balles chacun.
la comptable en septembre. Oui, là, c'est une dépense personnelle, c'est pas une dépense de travail. Le paradoxe auquel je voulais en venir, la difficulté quand on glisse comme ça dans cet univers qui reste encore très neuf pour nous, c'est que c'est apprendre à penser en termes de chiffre d'affaires, ce qui est encore plus atroce, puisqu'il ne s'agit pas d'affaires. À la limite, il s'agirait plus de survie. Mais la survie, ce n'est pas le micro que j'ai au-dessus de moi. C'est plutôt dire, est-ce que, au lieu d'être l'artiste qui va dans sa petite société de production, qui monte les tâches des éditions de minuit pour dire au premier, dites à Jérôme que je suis arrivé, puis qui monte ensuite le deuxième étage quand on lui fait signe qu'il peut y aller, eh bien, tout ça est rassemblé dans le même bocal. Ça veut dire que si on est dans le contexte général, les musiciens et tous les artistes le savent, de suppression des instances de médiation. Instances de médiation de quoi? De médiation vers la publication. Publication des vidéos, des podcasts, puisque là, ce que je dis va aussi passer diffusé sur les chaînes podcast, ou de la publication imprimée, que ce soit en librairie pour mes traductions Lovecraft, par exemple, via encore la médiation là, de Point Seuil, ou bien en vente directe depuis mon site pour les choses que j'édite sous le nom de Tiers Livre Éditeur. Et c'est ce contexte de suppression de médiation qu'il faut arriver à intérioriser. C'est-à-dire intérioriser que si vous facturez un bouquin 11 ou 13 euros, il y a la part de fabrication, il y a les frais de port pour le carton que vous recevez et les frais de port pour l'envoi individuel du livre. Là, la revue qu'on vient de faire paraître, dire, eh bien, c'est 9,27 € de port. Comment tu l'assumes? Et puis, il faut que tu inclues aussi le fait que, quelles que soient les sommes, là, par exemple, même les gens qui prennent un abonnement Patreon pour mes ateliers, eh bien, 24% de cette somme, de toute façon, sera taxée par l'État et partira. Donc il faut arriver à toujours penser en amont que tu ne travailles pas sur des revenus personnels, mais sur une circulation, en tout cas un flux où toi, tu pourras retirer éventuellement, là pour moi sous forme ce qu'on appelle frais de gérance, qui sont eux-mêmes déclarés à l'URSSAF, et donc je paye aussi après ce prélèvement URSSAF sur ce que je retire de l'URL qui, elle, a subi aussi, mais je ne proteste pas, j'explique, ce prélèvement URSSAF, et tu fais avec ce qui reste et tu te débrouilles. Et d'où l'importance pour nous, merci justement Patreon, de pouvoir dire, oui, ce que je fais ici, c'est une activité web qui a le rôle qu'avaient autrefois nos éditeurs dans toute la galaxie des très petits, quel boulot ils font, ou des très gros éditeurs, ou de l'autre côté, les sociétés de production à qui tu as affaire pour un projet vidéo ou audio. Là, vous m'avez suivi. Alors, qu'est-ce que c'est l'URSSAF Limousin? L'AGESA a été supprimée. Rassembler tout ça avec Maison des Artistes, tant mieux, y compris parce que nous, les revenus deviennent de plus en plus indistincts entre ce que tu fais sur scène, ce que tu fais en atelier, ce que tu fais sous forme de diffusion image, ça m'arrive aussi, ou reprise de vidéos, ou choses de commande par la question audiovisuelle. On a appris que l'URSSAF Limoges, donc URSSAF Limousin, quoique les bureaux en soient à Montreuil, mais ils ne s'appellent toujours pas URSSAF Auteur, ils s'appellent toujours URSSAF Limousin sur leurs documents, allait reprendre ces fonctions de l'AGESA. Bon, ça fait 3 ans que ça dure, c'est toujours assez bazareux, laissons. Ça se simplifie quand même, c'est-à-dire qu'un éditeur, par exemple, si Minuit me paye 80 € pour l'ensemble des ventes sur la dizaine de bouquins qui sont chez eux, mais à, disons, 15 ans d'écart par rapport à la dernière publication, il y a le vente TTC, et là-dessus, c'est eux qui versent à
l'ancienne AGSA, donc URSSAF Limousin, la part de cotisation sociale. Pourquoi pas? C'est-à-dire que quand tu entres maintenant, là, ça commence aussi à fonctionner. De la même façon, quand tu fais ta déclaration de revenus, tu trouves ce qu'eux ont enregistré de tes revenus. C'est jamais complet. Tu dois, toi, compléter, checker, mettre les justificatifs. Mais l'URSSAF, c'est pareil. Tu ouvres ton site, ta page auteur, ton compte sur URSSAF Limousin, et ça y est, ça fonctionne. Franchement, ça fonctionne. Tu trouves la liste de ce que les éditeurs ont déclaré pour ce qui te concerne. Et là, cette année, pour moi, c'était vraiment, vraiment complet, même si je crois que j'ai dû en rajouter 2 ou 3, mais ça, disons, c'est beaucoup plus rationnel que l'ancien système AGSA. Est-ce que moi, j'ai à faire la preuve que j'ai suffisamment de revenus pour être inscrit à la sécurité sociale régime général? Il se trouve que j'ai 68 ans, il se trouve que quand j'ai eu mes 60 ans, je suis redevenu salarié dans une école d'art, donc dépendant du ministère de la Culture, de la fonction publique. J'ai été 6 ans fonctionnaire. C'est-à-dire sur ma petite retraite de 1100 des 32 ans de cotisation auteur se rajoute, oh là là, 240 dû à ce statut fonctionnaire pendant 6 ans. Pas, en tout cas, même psychologiquement, tu te dis de toute façon, ça, au moins, c'est pas beaucoup, mais ça existe. Simplement, la question du travail, la question de l'implication artiste, bah, ça n'a rien à voir. Mais disons que ce statut-là de retraite, pension, me permet, là, d'être sécurité sociale. Il faut payer la mutuelle, ça c'est autre chose. J'entre pas là dans ce détail. Où c'est plus compliqué, c'est que, donc ça, tout ce qui est revenu perso, droit d'auteur, passe par l'URSSAF Limousin. Par contre, tout ce que je facture par l'EURL, là, c'est déclaré directement. Est-ce qu'on paye de l'URSSAF? Non, mais ce que j'en retire comme frais de gérance, il y a ces prélèvements, je vous dis, qui sont de l'ordre de 24%, mais sur les sommes que j'en retire, ça passe à l'URSSAF. Par contre, si vous discutez avec l'URSSAF Limousin, ils disent « Ah ben non, ça ne nous regarde pas, puisque c'est de l'édition. » Et tu dis mais par contre, ils disent « Ah ouais, mais si vous faites des ateliers d'écriture, et que vous les facturez, ça c'est une activité artistique et ça devrait revenir vers nous. » Et là, il y a encore beaucoup de zones ambiguës. Et moi, par exemple, naïvement, je me disais, bon, ces sommes-là, je dois les déclarer à l'URSSAF Orléans. C'est pire que le Limousin ou pas pire que le Limousin? Non, c'est autre chose. Mais tout d'un coup, je suis astreint à 2 déclarations URSSAF pour ce que je prends des revenus tiers-livres ou ce qui est... C'est là où cette cuisine, elle reste encore parasitaire. Est-ce que ça valait le coup d'en parler jusqu'ici? C'est pas la question de s'étaler plus sur mon cas. Ce que je voulais dire, c'est que dans la tête, arriver à construire cette idée que ce que tu fais sur le web, il y a encore ça, j'ai encore... tout récemment, j'ai eu un colloque à Rome pour parler de mon site. Oui. La part commerciale du site prend le dessus. Ouais, mais tu vas sur un site de musicien, tu as ces disques à vendre. Sur mon site à moi, il y a les livres à vendre. Est-ce que ça change quelque chose? Ouais, mais dès que tu arrives dans ces zones... le web, ça devrait être... oui, ça a toujours été commercial. Mais si c'est les éditions de Minuit ou les éditions Fayard, on ne dit pas c'est commercial. L'auteur, qui se débrouille avec ses droits d'auteur, qui sont payés. Je ne parle pas de Minuit, mais si vous prenez par exemple Le Seuil, au 31 décembre, les comptes sont faits. Oui, vous recevez vers le mois d'avril ce qui a été clôturé 4 mois plus tôt et qui concerne les ventes du 31 décembre, etc., etc. Imaginez que j'aille chez Auchan acheter mon paquet de nouilles et que je leur dise « Je vous paierai dans 4 mois et 8 mois ».
Eh ben non, ça marche pas comme ça. Et ça, pour l'instant, si c'est mes revenus d'auto-édition, je les suis en permanence. Ça m'est payé chaque premier du mois. Comme Patreon me rémunère chaque premier du mois ce qu'ils ont en prenant leur commission. Ça, c'est pareil, on est dans le business de chacun, mais c'est tous les premiers par mois et ça me donne quoi. Cette liberté de travailler. Et c'est là où je pense que le transfert mental n'est pas encore complètement accompli. C'est-à-dire, on se dit, j'achète un livre, c'est un geste commercial, oui, mais séparé de l'auteur, puisque justement, il y a la médiation de l'éditeur. Et sur le web, la question, par exemple, pour nous, c'est où je mets les données et comment, par exemple, mes petites vidéos d'1 minute, elles sont vues sur YouTube, elles sont vues sur YouTube depuis une petite fraction de gens qui viennent les voir parce que je les réannonce sur mon Facebook, mais bon, c'est pas l'essentiel de la diffusion YouTube, qui par contre va être lente et continuer à mesure des algorithmes. Elle est vue 3 fois plus sur Instagram, alors qu'a priori Instagram pour moi c'est une commodité. Je sens bien que c'est un outil générationnel qui est de celle d'après. J'adore Instagram quand il s'agit de suivre, par exemple, mes anciens étudiants, mais c'est leur univers, c'est pas forcément le mien, et elles sont vues encore plus sur TikTok, où là, pour moi, c'est une espèce de machine molle au sein d'un truc où c'est juste pour y avoir une toute petite position d'observateur, mais un commentaire, c'est quoi le but? Puis un autre qui répond, tous ceux des pseudos qui évidemment totalement indéchiffrables, c'est de la poésie, il n'y a rien à comprendre. Merci, tout va bien. Et on a fait le job. Tiens, genre, là l'anecdote. Mais se dire que c'est pas la question du web gratuit ou pas du web gratuit. La question, c'est qui commence à être établie massivement pour les musiciens, avec des sophistications, des complications, par exemple, pour les côtés US, où se situe le curseur de la part gratuite du concert et de la petite obole que tu vas verser pour avoir un stream de qualité sur le concert à venir, qui commence à s'établir aussi dans l'univers du podcast et des vidéastes. Vous trouverez, par exemple, si vous cherchez Yvan Petit, P-E-T-I-T, Lao Film, là, il vient de publier une vidéo qui s'appelle « Je deviens payant ». Bah ouais, parce que ce gars, ça fait 30 ans qu'il fait du film. À un moment donné, est-ce que ce que tu fais, que tu élabores, que tu édites, que tu montes dans le cadre de projets, que tu diffuses via le web, comment tu payes ton disque dur, comment tu payes, etc., comment tu payes ton temps? Eh bien, avec son compte Patreon, se dire, si je m'abonne à la chaîne Patreon d'Yvan Petit Lao Film, eh bien, je vais avoir le making-of, je vais avoir des vidéos réservées, etc. Et ça, c'est un enjeu considérable pour la littérature. On parlait fréquemment avec des copains, par exemple, tu as 20 bouquins que tu as fait là en 30 ans, et puis tu t'aperçois qu'il y en a 10 qui sont plus accessibles. Tu pourrais reprendre les droits et dire « Ah, je sais pas », ou alors « Ah, c'est pas mon métier ». Mais comment on se l'approprie, ce métier? Et ça, moi, par exemple, c'est au point de se dire, la question s'est posée il y a quelques semaines d'une maison d'édition là, un petit peu en souffrance, mais dont le catalogue se dire tu veux pas racheter? Non. Ou ce livre-là, tu veux pas l'insérer non, je peux pas. En plus, là, administrativement, ça me met dans une toute autre complication. Je vais mentir parce que je suis pas dans le dépôt légal, je suis pas dans le statut éditeur, je suis dans la diffusion numérique. Par contre, si on s'en tient à cette idée de suppression, de médiation, bah ouais, ça fait une onde de choc, il va y avoir des secousses. Mais est-ce que précisément, si la médiation cesse, progressivement ou brutalement, comment toi, tu prends place à cet endroit-là pour dire ces contenus sont ma manière d'être poète? Comme quand je fais une lecture
dans la rue gratuite ou dans le cadre d'un festival et on me rémunère, cet échiquier des postures et ce jeu du payant gratuit, il a changé de vocabulaire. Alors, il y a une espèce de terreur qui s'instaure à se dire ouais, il faut entrer dans, j'aime pas le mot Kafka, parce que Kafka pour moi c'est bien autre chose que ça. Évidemment, taxe forfaitaire, contribution forfaitaire pour les entreprises réseau, tu te dis mais oh, hé, dans quel Moyen-Âge vous vivez? Greffe au tribunal de commerce de Tours? Enfin quoi? Foutez-nous la paix. Nous, on fait de l'artistique. L'artistique, il se déplace par le web. Il se publie et se distribue par le web. Eh bien, je pense que là, peut-être même pour moi, ce serait ça l'enjeu. Se dire, créons les formes pour que ce qui passait avant par l'univers feutré, des contrats d'édition, des avenants, on ne sera jamais une grosse économie sur le web. Mais cette économie alternative, cette micro-économie alternative qui se crée. Par exemple, mon site, il a 25 ans d'âge, il a, je sais pas, je crois, 8000 minimum. Attendez, si je fais le compte, je pourrais plutôt être de l'ordre de 10 000 articles sur les différentes bases, les deux bases PIP, la base revue, la base WordPress des ateliers. En tout cas, même si je prends simplement le cœur du site, c'est-à-dire tierlivre.net, le strict radical, sous SPIP, il y a déjà 5000 billets. Si je prends le nombre d'images, il y a 18 000 images sur l'ensemble de mes deux sites. Le concept de publication est premier. Éditer ces contenus publiés, c'est l'instance du travail. L'instance du travail de création. Évidemment, la création, c'est le génie en amont. Mais il y a bien un moment, même si tu es génial, il faut bien que tu prennes le pinceau, que tu fasses le dessin. Ça, c'est éditer le contenu, filmer, monter. Et puis ensuite publier, simplement, le retour économique qui va te permettre de tenir, puisque justement, on y est inclus dans la norme. C'est pas le truc où autrefois, on te donnait 3 bifetons de 400 balles, et puis tu ramenais ça à la maison, et puis tu allais payer tes courses en liquide, plus un ster de bois et une cocotte minute. Ça, c'est fini. Comment cette économie alternative fonctionne, par exemple, sur d'autres modes de partage? Tu es abonné à mon Patreon, je m'abonne à ton Patreon. Ça veut dire que Patreon va toucher 2 fois la commission. Mais en attendant, ces instances de partage, on en profite tous les deux à un autre degré. Et là, il y a des choses qui commencent à s'établir. Comment, là, il y avait je lis toutes les semaines, enfin j'écoute toutes les semaines, désolé du lapsus, Adam Mosseri, qui est le patron d'Instagram, et qui gamberge sur des choses. Le fait de la multiplication des plateformes, est-ce qu'on peut continuer à être dépendant de Facebook, dépendant de YouTube, dépendant de Twitter, ou Instagram, LinkedIn, ou TikTok, etc. Comment on rapatrie, lui, il voit ça avec la question des NFT. C'est-à-dire, le NFT, tu prends une option sur le contenu même, il est rémunéré à l'auteur via crypto-monnaie. Là, on est dans du projectif, parce que pour l'instant, tout ça, c'est bien bazareux, spéculatif et doux. On n'en parle pas. Mais sur le fond, c'est ce qui est en train de se déplacer. C'est-à-dire le contrat d'édition, s'il passe dans l'univers des NFT, il devient indépendant du lieu de publication, y compris dans les lieux gratuits de publication. Et là, il y a un nouvel univers qui s'ouvre. Un nouveau métavers. Le métavers est nouveau, mais on y est déjà dans le Web 3. Le paradoxe sera que nous, auteurs qui sommes d'avant le Web, eh bien, on commence à trouver ces lois de microéconomie alternative qui ne sont pas des concessions ni au libéral, ni au commerce, comme on vous en renvoie le mot, mais des transferts progressifs où ce qui est fondamental pour nous tous, tu ne peux pas l'énoncer par rapport à toi-même, mais tu sais l'énoncer par rapport à ton copain musicien, à ton copain peintre, à ton copain qui fait des perfs, qui s'énonce comme dire ceci a valeur parce que ce travail participe à mon propre équilibre.
Il y en a qui disent, mais tu fais payer tes trucs? Bah, écoute, va à la librairie d'à côté, demande Régine Robin ou Annie Ernaux, et tu dis, salut mon pote libraire, j'avais justement envie de la lire, Annie Ernaux. Goodbye, je te ramène le bouquin la semaine prochaine. Même avec une bibliothèque, ça marche pas comme ça. Et c'est là où il n'y a pas de conclusion à ça. C'est dire que en France, ce poids bureaucratique, ouais, mais on a le régime général de la Sécu à côté. Oui, mais justement, il y a ce circuit étatique ou maintenant délégué aux collectivités territoriales qui permet aussi une régulation. Même quand ils vous disent de face, on ne travaillera jamais avec toi parce que toi, tu as décidé le web et pas... Ouais, bon, allez, vous inquiétez pas les gars, on en reparle dès que vous aurez compris. Mais cette question fondamentale, elle est là. Que dans ce qui se recrée là, à quel endroit j'ai mes données? À quel endroit ce que je travaille et produit, c'est un flux de données et des enclosures sur ces données. L'enclosure, c'est une vidéo qui peut être dans un disque dur, c'est un texte qui, en amont, peut se décliner en print on demand ou en accès libre sur le site ou réservé à ma communauté Patreon. Cette instance-là, l'enjeu en ce moment, c'est après Facebook, ça a commencé en 2006. Twitter, pour moi, 2008. On est dans cette phase où on revendique et on travaille sur le web pour assurer notre instance de travail indépendamment du fait que la pluralité même des plateformes annule la dépendance aux plateformes. Et là, ça va durer encore du temps, mais on a les outils pour ça. Et dans ce registre-là, ces questions, SIRET, entreprise individuelle, enlevez le mot entreprise et pensez label, tout simplement. Il faut y aller, les mecs. Et tout ce qui est pesanteur derrière, bah, c'est un taux. Tu sais qu'en France, il y a le chiffre 24%. Il y a des choses que j'ai loupées, je n'ai pas parlé. Qu'est-ce que j'en fais des sous comme verset Patreon? Bah, par exemple, moi aussi, quand je disais j'adhère ou je m'abonne au contenu d'autres créateurs, mais si j'ai besoin de faire quelque chose d'un peu sophistiqué ou peineux sur mon site, je trouverai quelqu'un qui a envie de le faire et je le rémunère. Il m'envoie sa facture avec son SIRET. On fait des rencontres sur Tiers Livre. On fait des zooms en direct avec des auteurs. On a eu Pessan, Serena, Antonin Crène. Parce que c'est tes copains, tu vas leur dire viens, il y a 2 heures de zoom. Non, j'ai bon, je peux te payer ça. Et cet équilibre de transaction, on ne le voyait pas ou on ne voulait pas le voir quand on était dans le système traditionnel. Tu es dans un salon du livre et le gars il fait une table ronde. Il est rémunéré, on a même obtenu que ce soit légiféré. C'est-à-dire que si le salon, Bron ou autre, ne rémunère pas, même une broutille, l'auteur qui est à sa table ronde ou en lecture, eh bien, ça le prive de son accès à des subventions. Mais vous voyez, précisément, c'est là où pour moi j'arrive au but. D'un côté, tu as ce système qui évolue, les URSSAF, les CNL, les instances régionales du livre, et en même temps, dans ce contexte général de suppression de médiation, il y a une obsolescence qui les touche et dont nous-mêmes, on doit se libérer. Parce que c'est fini ce temps-là de la verticalité étatique pour réguler quelque chose où le musicien bien souvent nous donne l'exemple. Fais-le ton podcast, enregistre-le ton podcast. Il y a les outils pour que ce travail te soit reconnu et te donne le temps de le développer, de payer ton nouveau micro. Ben ça, appelle aujourd'hui, appelle à le vivre. Si vous avez des questions plus précises là, sur SAF et tous ces machins-là, moi je suis sur mon Patreon et
il y a une messagerie et vous pouvez l'utiliser, il y a réponse à tous les coups. C'est ça où les temps changent. Allez, salut à toutes et tous. Et puis là, c'est gentil de m'avoir écouté, mais il y a plein d'autres auteurs, filmeurs, qui se lancent aussi dans cette question-là, qui est trop essentielle pour chacun d'entre nous. Aucune idée de combien de temps j'ai parlé, mais il y avait longtemps que j'avais envie de le dire tout ça. Et venez plus m'emmerder avec les histoires de commerce là, les copains universitaires. Pensez aux petits Suisses pendant les vacances.